j'accueille désormais Ariane Anemoyanis, militante au Point Levé à Révolution Permanente. Nous allons parcourir ensemble cette enquête très inquiétante réalisée par le Point Levé sur la précarité étudiante. Bonjour Ariane. Bonjour. 2 chiffres alertent dès le début du rapport. 80% des étudiants sont pauvres et 11% ont vécu dans la rue. Comment vous expliquez un tel niveau de précarité ? Oui, c'est effectivement un phénomène de masse qui est absolument sous-estimé. C'est vrai que les chiffres officiels, ils ont tendance plutôt à dire que c'est uniquement 1 étudiant sur 4, c'est déjà beaucoup, qui vivrait sous le seuil de pauvreté. Nous montre que c'est 85%. Et en fait, c'est aussi que c'est un phénomène qui est banalisé, sous-estimé. On a tendance à dire que c'est le problème de l'inaction du gouvernement. Nous, ce qu'on montre avec ces chiffres, c'est que c'est une précarité qui est organisée et qui répond aussi à un agenda patronale du gouvernement, parce que plus les étudiants ils sont pauvres, plus ils vont sortir vite des universités et plus ils vont être une main-d'œuvre corvéable à merci par le patronat. Et c'est tout ça qu'on a réussi en fait à étayer avec cette enquête. Il y a un certain nombre de chiffres absolument chocs. Vous le dites, 11% d'étudiants qui ont été ou sont actuellement sans logement. En fait, c'est des chiffres qu'on en entend parler dans la presse. Généralement, en septembre, il va y avoir des médias qui vont faire des reportages sur les étudiants qui vivent en camping ou dans leur voiture. En fait, tout est tout le temps euphémisé parce que ça, tout simplement, c'est des SDF et c'est sous-estimé, c'est banalisé, c'est romantisé. Macron, il en fait limite un passage rituel vers l'âge adulte. Il faut se rappeler, lui, il avait dit qu'il avait connu la précarité parce qu'il vivait avec 1 000 € par mois quand il était étudiant. Aujourd'hui, nous, notre enquête, elle montre qu'un étudiant type, un étudiant lambda, normal, il vit avec 626 € par mois. Et quand il y a l'inflation qui passe avec, ça fait que en fait, les étudiants, ils mangent pas, ils volent pour manger. Il y en a 30% qui survivent grâce aux banques alimentaires. Et quand ils sont pas à la rue, ils vivent avec des cafards ou des punaises de lit. On a récolté des témoignages abominables d'étudiants qui disent qu'en fait, ils dorment la lumière allumée dans leur résidence Crous parce que sinon, il y a des cafards qui leur montent dessus. Enfin, c'est atroce, en fait. Et effectivement, cette enquête, elle montre et elle étaye à quel point c'est pas un accident du système, mais c'est c'est quelque chose de pensé par le système pour répondre à un agenda pro-patronal, à des intérêts en fait, du patronat dans les universités, mais aussi sur le marché du travail. Et comment le gouvernement organise sciemment cette précarisation ? En fait, quand on regarde, par exemple, les étudiants qui sont plus précaires, ils vont être plus à même de décrocher scolairement. On regarde qu'en fait, il y a 42% des étudiants qui ont déjà envisagé d'interrompre leurs études. Ça, c'est le produit de difficultés financières, de difficultés à trouver un logement. Ça fait qu'ils vont être plus amenés en fait, à travailler. Peu importe le travail, il y en a 12% par exemple qui travaillent au noir, il y en a 7% en plus qui travaillent au noir au moins partiellement. Donc en fait, tout ça, ça fait évidemment une main-d'œuvre qui va être moins regardante sur ses conditions de travail. Et ça répond à des intérêts patronaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va tirer vers le bas l'ensemble des revenus. Quand on a des stagiaires ou des alternants qui sont payés beaucoup moins que le SMIC, forcément, l'ensemble des travailleurs, ils en pâtissent parce qu'en fait, ça va être une main-d'œuvre qui va faire le même travail pour beaucoup moins cher. Et ça va en fait permettre de concurrencer l'ensemble des travailleurs qui, eux aussi, peinent en fait à finir les fins de mois, à boucler un revenu, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on dit que le gouvernement organise la précarité. Mais pareil, dans les universités, le fait d'avoir des étudiants précaires, ça fait que ça va être des jeunes qui vont se réorienter plus facilement vers des filières professionnalisantes. Par exemple, je parlais de l'alternance, mais en fait, c'est un choix qui est souvent contraint par des difficultés financières. Et l'alternance, les témoignages, ils le montrent, ça permet à des étudiants qui ne peuvent plus vivre de faire un choix de cursus universitaire qui leur permet en même temps d'avoir un subside, mais en fait c'est pas un choix d'enseignement voulu. Enfin, c'est plus que c'est la seule chose qu'ils peuvent faire pour rester à la fac. Et les filières en alternance, elles permettent d'orienter en fait les étudiants vers des formations qui vont répondre à des enjeux patronaux sur la recherche, sur la future main-d'œuvre, etc. Donc c'est vraiment un système. La précarité, elle fait système, et ça se voit dans tous les aspects de la vie, en fait, y compris l'angoisse, par exemple, la sélection.
qui est le maître mot du gouvernement dans les universités, ça crée une angoisse de masse. Il y a 80% des étudiants qui sont anxieux, principalement de par la sélection. Et ça, pareil, en fait, ça va créer un mal-être, ça va faire que les étudiants vont décrocher, qu'ils ne s'en sortent plus et qu'ils vont aller plus vite, en fait, vers une activité professionnelle mal payée, des conditions de travail de merde, etc., etc., quoi. En tout cas, pour vous, il y a quand même des solutions et ça passe notamment par la création d'un revenu étudiant. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on a fait cette enquête. En fait, on l'a construite avec 80 questions, des questions qui permettaient d'avoir en fait des données quantitatives, mais aussi des questions qui étaient ouvertes et qui permettaient de donner la parole aux étudiants. On a aussi confronté en fait leur vécu à des perspectives programmatiques, notamment le revenu étudiant, parce qu'en fait, nous, on en a marre qu'on nous dise que la précarité, c'est un passage obligé vers l'âge adulte, que c'est normal et que en fait, il n'y a rien à faire. En réalité, nous, on n'est pas d'accord avec ça, mais on n'est pas non plus d'accord avec le fait que le problème, ça serait l'inaction du gouvernement. Nous, on pense qu'en réalité, on peut en finir avec la précarité étudiante, mais qu'il nous faut un revenu étudiant. Et nous, on est contre le fait que ce revenu étudiant, il pèse sur les classes populaires par le biais de l'impôt. Et c'est pour ça que nous, on dit que non seulement le revenu étudiant, il doit être à hauteur du SMIC, mais aussi qu'il doit être financé par un impôt fortement progressif sur les grandes fortunes et le grand patronat, parce que quand on regarde 90 milliards d'euros de dividendes versés aux actionnaires en 2023, 30 milliards d'euros au moins d'évasion fiscale par les grands groupes. Quand on voit les revenus absolument délirants des PDG comme Dassault, etc., eux, en fait, à eux seuls, ils pourraient financer des milliers et des milliers de revenus étudiants annuels pour faire sortir de la précarité. Donc, en fait, oui, il y a une solution à la pauvreté, mais ce n'est pas dans l'intérêt du gouvernement et ce n'est pas dans l'intérêt du patronat. Il faudra se battre pour ça, mais effectivement, il y a une manière d'en finir avec la précarité. C'est juste un choix de société, en fait. Et quel parlementaire au sein de l'hémicycle pourrait porter cette proposition de loi d'un revenu étudiant ? En fait, il y a beaucoup d'organisations à gauche qui portent l'équivalent d'un revenu d'autonomie, une garantie d'autonomie. La question, c'est surtout le financement. Et donc ça, en fait, c'est souvent un impensé. Soit ils ne disent pas comment ils le financent, soit ils disent que ça va être une refonte des aides préexistantes. Nous, comme je disais, on pense que ça suffit pas et que c'est pas satisfaisant. Mais du coup, dire qu'il faut financer tout ça par le patronat, en fait, forcément, ça suppose un niveau de confrontation avec le patronat et l'accumulation des richesses par une minorité qui est très importante. Et nous, du coup, pour nous, la solution, c'est effectivement la mobilisation, la lutte des classes. En réalité, tout le monde aurait intérêt à s'organiser pour en fait récupérer toute cette accumulation de richesses qui est faite par une petite minorité de grands patrons, le monde du travail aussi. Et donc, oui, en fait, ça suppose un niveau de rapport de force qui est énorme. C'est pas quelque chose qui va se quémander à Matignon ou auprès du MEDEF. Ça, nous, on n'a aucune illusion là-dessus. Par contre, on sait que c'est la seule solution en réalité. Enfin, soit on veut en finir avec la précarité et dans ce cas-là, on pose sur la table le fait d'aller prendre dans les profits du patronat, soit c'est juste une mesure qui fait joli sur un programme électoral, mais c'est pas vrai qu'on va pouvoir en finir avec la précarité dans la société actuelle. Enfin, soit on vit dans une société où Bernard Arnault, il gagne 220 milliards d'euros, il s'assied sur une fortune immense, soit on vit dans une société où les 3 millions d'étudiants, ils vivent correctement avec un SMIC. Enfin, c'est un peu le minimum syndical, mais ça, je ne pense pas que ça passera par le Parlement, ça passera par la rue. Alors, votre enquête laisse une grande place à la parole. Vous donnez beaucoup la parole aux étudiants et vous les sondez sur les mesures qui pourraient être prises pour endiguer ce phénomène. Qu'est-ce qu'ils vous disent, je veux dire, en dehors de ce revenu étudiant ? Ils nous font part en fait d'une détresse absolument énorme. C'est aussi ça qui nous fait conclure que la précarité, elle est organisée consciemment par les classes dominantes. Ils nous disent qu'en fait, ils s'en sortent plus de la sélection, ils n'en peuvent plus de leur vie, qu'ils vivent une vie de merde en fait, tout simplement. Et ça, c'est la grande majorité. Et en fait, tout est fait pour faire
que les étudiants se sentent seuls, en fait, alors que ça fait système, que tout le monde se sent comme ça. Et donc, on a des témoignages et des témoignages à n'en plus finir, en fait, d'étudiants qui nous disent à quel point leur logement est insalubre, à quel point, en fait, ils vont décrocher scolairement, à quel point ils triment au travail, ils ne s'en sortent plus. Il y en a qui disent qu'ils ont choisi l'alternance, que c'est leur seule manière de vivre. Il y a des étudiants étrangers qui sont aussi parmi les plus précaires, qui nous disent qu'en fait, ils dorment dans le lit de leur tante ou de leurs parents parce qu'ils n'ont pas de quoi vivre. Et donc, tout ça nous amène effectivement à prendre des mesures radicales. Et c'est des mesures radicales qu'on a soumises aussi à l'avis des étudiants. Et en fait, ils sont extrêmement majoritairement pour. 88% des étudiants sondés sont pour le programme anticapitaliste qu'on leur a soumis. Il y en a 79% qui est pour que le revenu étudiant soit à hauteur du SMIC et financé par le grand patronat, parce qu'en fait, les étudiants ont compris que c'était soit eux, soit nous. Et donc, qu'il fallait choisir. Pareil, il y en a 88% qui est pour l'augmentation du SMIC à 1 800 €. Ils sont pour l'indexation des salaires sur l'inflation. Ils sont pour la réquisition des logements vides. 3 millions de logements vides. Et on est en train d'exclure des étudiants de leur résidence Crous pour les JO. Alors qu'en fait, rien qu'à Paris, il y a presque 400 000 habitations qui sont vacantes, logements vacants, et qui pourraient permettre en fait d'en finir avec le mal logement ou le sans-abrisme. Donc en fait, tout ça, les étudiants, ils en ont conscience. Et cette enquête, elle permettait aussi ça, de ne pas juste être dans le constat, mais aussi dans l'action et de proposer des pistes dont les étudiants peuvent s'emparer, quoi. Tu parlais d'un programme anticapitaliste plébiscité par 80%, c'est ça, des étudiants 88%, sondés. 88%, c'est quoi? Qu'est-ce que dit ce programme? Ça dit qu'il faut faire que les alternants et les stagiaires et les étudiants travailleurs ils soient payés au même titre, au minimum du SMIC, comme les travailleurs en poste. Ça dit qu'il faut indexer l'ensemble des revenus sur l'inflation. Ça dit qu'il faut geler et baisser les loyers. Ça dit qu'il faut réquisitionner les logements vides. Ça dit qu'il faut un revenu étudiant pour que les étudiants n'aient plus à travailler à côté de leurs études. Ça dit qu'il faut en finir avec la sélection et permettre une gratuité effective de l'université, parce que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a des étudiants qui s'endettent pour aller en cours, en fait, de plus en plus, énormément, parce qu'ils n'ont pas accès à la bourse, mais que leurs parents sont trop pauvres pour leur donner de quoi vivre. Et donc, en fait, le travail ne suffit pas, ils s'endettent, et c'est un cercle vicieux. Alors, on a vraiment le sentiment que notre société refuse de prendre les étudiants, les lycéens au sérieux. On l'a vu avec le lycée Blaise Cendrars de Sevran, avec les fameux TikTok qui vraiment démontraient l'état d'insalubrité de leur établissement. On a entendu James Chéron, vice-président de la région d'Île-de-France, dire que les élèves et profs du lycée étaient manipulés par la France insoumise. Comment faire pour que la cause étudiante soit prise au sérieux par les pouvoirs publics ? Je ne pense pas qu'elle pourrait être prise au sérieux par Macron quand on voit en fait le mépris qu'il crache au visage de la jeunesse étudiante pendant la pandémie. Il disait que c'était dur d'avoir 20 ans, comme si c'était une question générationnelle, alors que c'est sa politique qui plonge dans la détresse une grande partie des étudiants. Récemment, il disait que le problème de la détresse psychologique, c'était les réseaux sociaux et les écrans. Il disait encore, il y a quelques semaines, qu'en fait, il fallait que les étudiants ils travaillent s'ils ne voulaient pas être précaires. En réalité, nous, on voit tout ça dans l'enquête. Les étudiants qui travaillent, ils ne sortent pas de la pauvreté. Par contre, ils sont plus souvent à même d'aller dans les banques alimentaires, ils sont plus souvent à même de décrocher scolairement, ils sont plus souvent sans logement. Donc en fait, tout ça, on ne pourra pas le résoudre en dialogue avec les pouvoirs publics, le gouvernement, parce que, encore une fois, c'est quelque chose qu'ils ont pensé pour fermer les universités aux classes populaires et pour donner des couches et des couches de jeunes totalement en détresse au patronat pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Et donc nous, on pense que il va falloir s'organiser face à ça, que le monde du travail est face en fait aux mêmes attaques. Attal, il revenait dessus vis-à-vis des chômeurs encore hier. Ils sont en train de nous attaquer toutes et tous de toutes parts. Récemment, c'était la loi immigration. Donc, il va falloir qu'on s'allie par en bas. On l'a montré pendant la réforme des retraites. C'est possible de bloquer le pays, de le paralyser et de construire le rapport de force. Maintenant, c'est une question de stratégie. Et la répression policière vous fait pas peur ?
Évidemment, on sait qu'ils vont réprimer à chaque fois qu'on va ouvrir la bouche. Quand on regarde le discours d'Attal vis-à-vis de la jeunesse, c'est sois jeune et tais-toi. Il faut qu'on ferme notre gueule. Nous, encore une fois, moi je suis étudiante à Paris 1. Là, les universités, pas que à Paris 1, mais partout, sont en train de passer des réformes qui vont encore plus sélectionner les étudiants. À Paris 1, ils sont en train de passer un projet de réforme locale qui en finit avec la compensation, qui en finit avec les rattrapages et qui empêche les étudiants d'être absents en cours, sauf hospitalisation ou décès d'un proche. Sinon, c'est défaillance zéro et passage au rattrapage, voire redoublement. Donc en fait, ils veulent exclure les jeunes des universités. Ils sont prêts à tout pour le faire. Quand on voit Sciences Po, la censure incroyable, scandaleuse en fait, de la parole d'une jeunesse qui ne veut pas de cet avenir-là, c'est sûr qu'il va falloir se confronter et s'affronter à un pouvoir qui est déterminé à nous faire payer sa crise, qui est déterminé à nous faire payer ses guerres, ses politiques pro-patronales. Et en fait, évidemment, ça suppose un niveau de rapport de force important, mais je pense que quand on voit le niveau d'adhésion des jeunes à un programme anticapitaliste, on voit qu'il y a des perspectives, mais qu'il va falloir aller les arracher. Et ça suppose de s'organiser, évidemment. Mais c'est aussi une des conclusions de l'enquête du Point Levé, c'est qu'il faut s'organiser, il faut s'engager aussi pour ça, parce que ça ne viendra pas à nous et on ne peut pas interpeller le gouvernement comme on ne pouvait pas l'interpeller sur l'urgence climatique, parce que c'est quelque chose qui l'organise aussi. Et s'offrir un autre avenir, ça passe par se battre. Merci beaucoup, Ariane Moyanis. C'est une très belle conclusion. Tu m'as envoyé cette enquête, mais on peut la consulter sur quelle plateforme ? Oui, elle est disponible en ligne via un PDF. Vous la trouvez sur tous nos réseaux sociaux. Vous la trouvez sur le site de Révolution Permanente. On a fait un certain nombre d'articles qui déclinent les axes et les thèmes programmatiques. Et donc, vous pouvez la retrouver en ligne partout. Et je vous invite à la partager parce qu'il y a des conclusions intéressantes. Oui, très intéressantes. Encore merci, Ariane. Merci. Je rappelle que tu es militante au Point Levé à Révolution Permanente.